Bonjour à tous, bienvenue sur ce panel sur lequel nous allons débattre donc sur le Web3 et le métaverse. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui en ont déjà entendu parler du métaverse? Il y a pas mal de doigts levés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Web3? Il y en a un peu moins. Vous inquiétez pas, on va introduire tous ces concepts et puis on va avoir la chance de débattre avec nos deux experts, puisque j'ai avec moi donc Anastasia Melakrinos, qui est Product Manager chez Kaiko, fournisseur de données de marché sur les crypto-actifs. Et nous avons également la chance d'avoir Jérémy Lavry avec nous, donc, qui est le Chief of Innovation and Public Affairs de JobTeaser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première plateforme en Europe de recrutement de talents. Alors, le métaverse, ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Quelques chiffres déjà. Alors, le 31 janvier dernier, Carrefour nous avait annoncé acheter à peu près donc 36 hectares pour 300 000 €, soit l'équivalent de 150 hypermarchés de plus de 2500 mètres carrés. Je trouve ça énorme. Ensuite, j'ai lu quelques infos sur une société d'investissement qui aurait investi 2,4 millions de dollars pour pouvoir acheter 565 mètres carrés. Je crois que les prix s'envolent, le prix du mètre carré s'envole sur l'univers du métaverse. Et ensuite, j'ai appris aussi qu'un particulier s'y était mis, parmi tant d'autres, hein, j'imagine, mais qui voulait être le voisin de Snoop Dogg. Donc, il aurait acheté sa maison, attention, 450 000 $ pour pouvoir être donc voisin de Snoop Dogg. Félicitations à ce particulier. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Donc moi, je vous propose aujourd'hui de démarrer par peut-être une tentative de définir ce que c'est que le métaverse, ce que c'est que le Web3, puisque voilà, il s'agit aussi de quelques concepts qui viennent ici s'insérer pour pouvoir arriver dans cet univers. Alors peut-être, Anastasia, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu quelle est ta définition du métaverse? Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis Anastasia, je travaille à Kaiko. Et à Kaiko, on collecte des données depuis la blockchain et plus spécifiquement des données financières. Et en fait, la blockchain est très reliée au métaverse parce que comme on l'entend aujourd'hui, comme on entend le métaverse aujourd'hui, c'est un environnement qui, en soi, par définition, devrait être fondé sur une infrastructure qui est la blockchain. Et donc, moi, la définition que je donne du métaverse, c'est un espace où il est possible d'interagir avec d'autres personnes et qu'en plus, donc en plus de tous les espaces numériques où il était auparavant possible d'interagir avec d'autres personnes, en plus, les métaverses ont cet aspect nouveau qui consiste à pouvoir monétiser en quelque sorte l'ensemble des objets qui consistent ce métaverse. Merci beaucoup, Anastasia. Et Jérémy, est-ce que toi, tu veux compléter peut-être cette définition avec ta vision ou tu trouves qu'elle est parfaite? Moi, je pense que sur le sujet, c'est encore dur de dire qu'on fait des trucs parfaits parce que c'est quand même un sujet encore très émergent. Non, mais je suis complètement d'accord avec Anastasia. Moi, j'aime bien résumer en disant, en fait, on me demande souvent c'est quoi la différence entre un métavers et Second Life, parce que sinon ça veut dire que ça existe depuis 20 ans. Et en fait, Second Life, c'est un environnement virtuel, donc ça veut dire que ça repose sur des technologies de réalité virtuelle. Bon, c'est pas immersif parce qu'on est devant l'écran dans Second Life, on n'est pas dans l'écran, mais c'est pas la seule différence aujourd'hui, le fait dans l'écran ou devant l'écran. C'est comme disait Anastasia, c'est les deux autres blocs technologiques qui font qu'un métavers est un métavers et pas juste un environnement virtuel. Le deuxième bloc technologique, ça va être tout ce qui est la blockchain. Et la blockchain, elle permet de créer des objets qui appartiennent à des gens. Et donc, au lieu que dans le monde virtuel, tout soit juste des pixels, en fait, l'arbre qu'on voit, ce n'est pas un bout de pixel, c'est un objet qu'on a placé là, qui appartient à quelqu'un, qui a une vie, qui a des données. Et ça, dans un environnement virtuel, ça permet notamment de créer quelque chose d'important pour la réalité qu'on appelle la permanence. Si on coupe l'arbre, il est coupé. Alors qu'avec des pixels, on fait un peu ce qu'on veut. Là, dans les données, il sera coupé pour de bon. Et le troisième bloc, ça va être tout ce qu'on appelle le web spatial ou spatial computing. Et c'est se dire, imaginez, vous êtes sur un site internet pour savoir les visiteurs que vous avez eus, tout ça, vous avez Google Analytics. Et bien, dans un monde virtuel, si on veut créer une économie demain, il faut recréer toute cette analytics en temps réel, être capable de mesurer tout ce qui s'y passe. Ces technologies-là, qui sont extrêmement complexes, c'est ce qu'on appelle les technologies de web spatial ou de spatial computing. Donc en gros, un métavers, il a ces trois briques technologiques, réalité virtuelle, blockchain et web spatial. Et si vous n'avez pas ça, en gros, c'est un environnement virtuel, juste.
Donc ça, c'est la différence entre un espace numérique classique tel qu'on le connaît et le métavers. Merci beaucoup. Et du coup, donc, quelle est la place du Web 3 dans tout ça et c'est quoi le Web 3? Parce que moi, je connais le Web. Mais Web 3, quand j'ai découvert qu'il y avait déjà un Web 3, je me suis dit, ça veut dire qu'on est dans le Web 2. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre le Web 1 et le Web 3? J'y vais tu me complètes. Donc là, en fait, on dit qu'on entre dans le Web 3. Ça veut dire qu'il y a eu un Web 2, un Web 1. Et en fait, ça ne se passe pas en mode dimanche, on est le Web 1 et lundi, on est le Web 2. C'est des trucs qui se font progressivement. Et en plus, il n'y a pas vraiment de normes pour dire c'est quoi exactement le Web 2, le Web 3. C'est plus un peu des consensus à force d'en parler. Le Web 1, on dit que c'est l'ère de l'information. C'est les sites web, c'est l'apparition de l'email. C'est tout ce qui a permis de faire circuler l'information plus rapidement. Et on dit que ce Web 1, il était pas mal décentralisé. C'est une fausse décentralisation, mais ça voulait dire qu'il n'y a pas un moteur de recherche. Il y avait des centaines de moteurs de recherche. On pouvait soi-même créer son site et être connu, même si Google ne nous aimait pas, parce qu'il y avait plein d'autres manières de se faire connaître. Petit à petit, on est entré dans le Web 2, un web plus analytique, avec beaucoup plus d'interactions. Donc c'est les réseaux sociaux, à partir à peu près de 2005, on va dire, beaucoup plus d'interactions en fait. Et dans ce Web 2, au-delà des interactions, on a commencé à vivre la centralisation très forte. Aujourd'hui, essayer de monter une boîte sans passer par Google ni Facebook pour vous faire connaître. Bon courage. Bon courage. Et ça, c'est un monde très centralisé où pour exister, en fait, il faut arriver à suivre les règles de quelques géants. Et ça, il y a plein de gens à qui ça ne plaît pas. Il y a plein de gens qui disent on aimerait vivre dans un monde où on crée un peu nos propres règles, où on les définit en communauté, où c'est plus collégial, où on peut créer et détenir une partie du réseau, où on ne nous donne pas des miettes alors qu'on apporte toute la valeur. Et cette philosophie-là, c'est la philosophie du Web 3. Et donc toutes les technologies dont on a parlé tout à l'heure, ça et puis de l'intelligence artificielle assez poussée, ça crée l'univers du Web 3. Une philosophie où on veut de la décentralisation et globalement plus d'interaction, plus d'analytics, donc plus de données en temps réel. Et tout ce qui est en train d'arriver sur fond de blockchain pour la sécurisation des échanges, ça crée le Web 3. Et juste, je suis tout à fait d'accord avec la définition du Web 3. Mais je voudrais ajouter aussi la notion d'appartenance des données, qui est aussi très très importante dans le Web 3 et qui, pour moi, c'est ce qui crée la divergence Web 2, Web 3. Et donc le passage d'un monde où les données sont détenues par des géants de la tech à un monde où les données sont détenues par toutes les personnes qui participent à ce réseau. Et donc toutes les personnes qui participent au métaverse, toutes les personnes qui participent à n'importe quelle application qui est construite sur la blockchain et qui permet de faire des tâches qu'autrefois on faisait sur Internet, juste sur un simple site web, et qu'aujourd'hui on peut faire tout en bénéficiant de la technologie blockchain qui nous apporte en plus de l'appartenance de nos données via des outils tels que les NFT. Et je pense qu'on aura l'occasion d'expliquer c'est quoi les NFT et tout ça. Oui, effectivement, tu parles bien sûr là de la valeur numérique, de propriété numérique, qui d'ailleurs passe par les NFT, si je ne dis pas de bêtises, notamment. Ça, je te laisse peut-être définir ce que c'est qu'un NFT pour ceux qui ne savent pas, pour que ce soit bien clair. Mais ce que tu dis, c'est que l'intérêt du Web 3, au-delà de la décentralisation de ce système Internet, réseau, c'est de pouvoir justement introduire cette notion de propriété finalement numérique pour tous. Ok, je dirais, juste avant de parler de NFT, je pense que c'est intéressant de parler de jetons et de smart contracts et du coup de parler de blockchain qui le sous-tend. Donc peut-être que tu peux nous proposer un peu ta dev de la blockchain. Ok, du coup, la blockchain, elle est souvent définie comme une base de données, mais en soi, à mon avis, elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas parce qu'elle n'est pas scalable comme une base de données. Il y a plusieurs blockchains, dont Bitcoin, qui est définie comme une base de données comme un grand livre de compte, et donc en soi c'est une base de données. Mais il y en a d'autres, tels que Ethereum, qui est la seconde plus grande blockchain et la plus utilisée, et qui, elle, propose autre chose. Elle propose à des personnes de pouvoir développer des applications qu'on appelle des smart contracts. C'est comme des petits robots sur la base d'un énorme réseau. Le réseau apportant l'aspect décentralisé en plus de la sécurité. En fait, c'est un peu la décentralisation qui crée la sécurité sur le réseau. Mais en plus de ça, grâce à Ethereum, il est aujourd'hui possible de créer des logiques et donc des applications, ce qu'on appelle des protocoles, sur la base d'une blockchain qui est donc l'infrastructure. Donc
donc les smart contracts, ça peut servir à beaucoup de choses. Donc ça peut servir à, par exemple, créer une banque sur la blockchain. Ça peut servir à créer des jetons fongibles ou non fongibles, et à plein d'autres choses. Du coup, vu ta définition, quelle est la différence entre Web3 et blockchain? On dirait que c'est la même chose. Pardon. Il faut plus voir le Web3 comme l'ensemble des technologies, des usages et des objets qui vont composer l'ère dans laquelle on va vivre. La blockchain, je pense, c'est la technologie principale qui sous-tend tout ça, mais ce n'est pas le seul élément en fait. En plus de la blockchain, on a besoin d'Internet, on a besoin de serveurs, on a besoin d'acteurs. Et au-dessus de la blockchain, qui est l'infrastructure, il y a tout un monde qui est construit. Et pour moi, le Web3, c'est exactement ça. C'est l'ensemble de ce monde. Et du coup, comment vous expliquez cette émulation, cette excitation globale sur le métaverse et les sujets de Web3, alors que finalement, on parle de blockchain depuis déjà... Pour ma part, j'ai réalisé un mémoire de recherche quand j'étais étudiante en 2015, donc ça fait déjà un moment qu'on commence à faire du buzz autour de la blockchain et des cas d'application. Oui, et ce qui est très marrant, c'est que là, en fait, on parle de métavers, mais dans la tête de 99% des gens, il n'y a aucun lien avec la blockchain. Les gens, on leur dit blockchain, métavers, ils font c'est quoi le lien? Alors que comme Anastasia l'a montré, les deux sont intimement liés, sinon c'est juste un environnement virtuel. Et en fait, pourquoi on en parle maintenant? C'est pas compliqué, hein. Meta. L'annonce en fin d'année, mais Facebook a dit qu'il s'appelait Meta. Ils ont dit on va construire le plus grand métavers du monde. Ben, d'un coup, le métavers, c'est stylé. Ça va pas plus loin que ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une hype, alors qu'on arrive en vrai à la fin d'un cycle d'investissement. Quand on regarde en fait les rapports annuels de Facebook, Facebook parle de métavers depuis 2015. Et donc, simplement, c'est des choses qu'ils ne mettaient pas en avant pour ne pas faire peur à leurs investisseurs publiquement, parce que ça ne rapportait pas de thunes. Là, ça commence un peu à commencer à générer une économie. Ils ont fait, je crois, 300 millions au premier trimestre, donc c'est des choses qui commencent à arriver. Et globalement, que ce soit, on a parlé des 3 grappes technologiques, hein. La XR, réalité virtuelle, réalité augmentée, le web spatial et la blockchain. Et en fait, aujourd'hui, les 3 commencent à avoir à la fois une maturité technologique intéressante et à la fois des communautés, c'est-à-dire des gens qui ont les compétences qui sont suffisantes pour créer plein de boîtes. Et donc, tout ça, ça développe une économie qui fait qu'aujourd'hui, parler de métavers, c'est moins déconnant qu'il y a 20 ans. Je comprends mieux. J'espère que vous aussi. Du coup, petite question, donc, quels sont les exemples de cas d'application aujourd'hui, au-delà donc, de la crypto-monnaie, puisque c'est un des exemples phares qu'on a en tête? Quels sont les premiers cas d'application, cas d'usage qui émergent sur ces technologies? Je vais te laisser la main là-dessus parce que je pense que tu en bouffes beaucoup plus que moi au quotidien. Mais tout ce que j'aimerais dire, c'est que dans ce qu'a expliqué Anastasia sur la blockchain, en gros, il faut considérer qu'il y a un peu 3 grandes familles de jetons. On caricature un peu, mais ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne. On va avoir des jetons qu'on peut dire fongibles qui vont être des cryptos, qui vont permettre de faire des crypto-monnaies, donc vraiment des jetons crypto-actifs. Et en fait, on va pouvoir se les échanger comme tu as 1 euro, j'ai 1 euro, on se l'échange, c'est la même chose. Et donc ça peut créer un marché, une économie suivant l'usage ou un Ponzi à voir, parfois les deux. Et après, en fait, il va y avoir ceux qu'on dit non fongibles. Et ça, en fait, c'est les fameux NFT. Et ça veut simplement dire en fait que chaque NFT a des propriétés, des métadonnées qui sont uniques. Entre 2 NFT, ils ne pourront jamais être strictement uniques parce qu'il y aura toujours au moins l'une des métadonnées qui changera. Et donc même si on peut les vendre, les échanger, on dit qu'ils sont non fongibles strictement. Et les derniers, c'est ceux qui sont un peu moins connus, c'est ce qu'on va appeler les jetons de vote, ou de DAO. Parce que l'intérêt de la blockchain, c'est la décentralisation. Et ça ne permet pas juste de faire de l'argent ou de la propriété décentralisée, mais aussi de la décision. Ça permet en fait de donner des droits de décision à des gens qui sont partout dans le monde, coordonner ça avec un smart contract, donc un contrat où toutes les règles sont définies à l'avance et qui ne peuvent pas être modifiées, sauf si on décide que l'accord de la communauté le permet. Et donc ça permet de prendre des décisions extrêmement complexes, extrêmement rapidement. Par exemple, on a un exemple en avril d'une DAO qui s'est montée, donc DAO, Decentralized Autonomous Organization, organisation autonome décentralisée. Une DAO qui s'est montée, les gens peuvent voter, ils émettent des propositions, tout ça. Et ça a permis en 72 heures de faire couler la Sberbank, donc une banque russe. Ça, c'était en avril, au moment du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et avec quelques hackers dans la DAO, puis des logiciels installés sur l'ensemble des participants de la DAO, il y a pu avoir une espèce d'attaque DDoS à l'échelle, des nids de service, qui a permis en fait
d'empêcher à la banque d'accéder à ses propres serveurs pendant que les fonds étaient retirés. La banque, en 72 heures, a fait faillite, quoi. Pour revenir sur les cas d'usage, d'ailleurs, je ne connaissais pas cet exemple. Mais Peut-être une question avant de rentrer sur d'autres exemples. Du coup, on parle de décentralisation. Au départ, on a en tête quelque chose de plus sécurisé. Mais finalement, avec ce que tu nous expliques, c'est que ça peut ne pas être si sécurisé que ça. Donc, on peut être hacké. Non, ça dépend pour qui. C'est-à-dire que en fait, dans le cas des DAO, l'idée, c'est de se dire, si on veut prendre des décisions à un grand nombre de personnes, c'est bien d'être coordonné par la technologie et de s'assurer en fait que les gens ne trichent pas, que on ne va pas s'embêter à dire toi tu as un droit de vote, toi tu en as deux. Tout est déterminé par le smart contract, la manière dont les jetons de vote sont émis, tout ça, la manière dont les propositions sont soumises, sont votées. Donc de ce point de vue-là, c'est sécurisé. Après, si cette DAO décide de ne pas être éthique et de s'en prendre à quelqu'un, bah là, oui, pour l'autre, c'est pas sécurisé. Mais la DAO en elle-même est sécurisée. Et Anastasia, toi qui connais bien ces technologies, du coup, le reste est sécurisé. Le fonctionnement de la technologie est finalement sans faille, si ce n'est la part humaine. je dirais pas ça. En soi, c'est sécurisé parce que la blockchain se définit comme sécurisée parce qu'elle appartient à beaucoup de personnes en même temps. Ça s'appelle les nœuds. Et ces nœuds ont une copie de la blockchain, quasiment la même copie de la blockchain à tout moment donné. Mais tous les contrats, donc les smart contracts qui sont construits par-dessus, tout le monde peut en créer. En soi, c'est pas très compliqué. Il suffit de savoir un peu coder. C'est des algorithmes, les smart contracts. Pas que. Pas que. Okay. Mais ils peuvent avoir des failles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées dans l'audit de smart contracts aujourd'hui. Et que quand une fondation, par exemple, crée un smart contract pour tel use case, celui-ci doit être audité, en partie, doit être audité pour que les utilisateurs aient confiance en ce smart contract. Donc il y a pas mal d'exemples de failles, de smart contracts qui ont eu des conséquences désastreuses pour les utilisateurs de ces smart contracts. Je pense qu'on peut en parler de deux au moins. Le premier, c'est quand les règles ne sont pas bien définies. Donc c'est-à-dire c'est pas malveillant, c'est juste maladroit ou c'est de la mauvaise compétence. Et là, en fait, ça peut finir par invalider le smart contract parce que la communauté finit par s'en rendre compte. Et le deuxième, c'est la malveillance, c'est-à-dire les développeurs qui laissent une espèce de porte de sortie où ils n'ont pas les mêmes règles que les autres. Et donc, par exemple, on va dire, admettons, ils émettent des jetons de crypto-monnaie et tout le monde peut en acheter, mais eux, ils ont le droit de les sortir avec des règles différentes des autres, et donc ils peuvent faire fortune, puis après retirer la prise, ce qu'on appelle un rug pull. Et en gros, il y a plein de projets où des gens se sont fait arnaquer parce que le smart contract avait une faille et ça n'avait pas été repéré, mais c'était une faille malveillante et volontaire. On revient sur les use cases ? Oui, avec plaisir. Si tu as des use cases à nous partager. Alors, j'en ai pas énormément parce que, en soi, malheureusement, je travaille que sur une des use cases de la blockchain qui est ce qu'on appelle la DeFi. Mais pour rebondir à ce qu'on disait avant, sur la diversité des objets qui existent sur le blockchain et des objets qu'on peut créer, donc les jetons fongibles et non fongibles, chacun des deux types d'objets peut créer différentes use cases. Par exemple, grâce aux jetons fongibles, qui sont comme différentes monnaies qui peuvent circuler d'un utilisateur à un autre d'une certaine blockchain, on peut par exemple créer des bourses qui vivent directement sur la blockchain. C'est ce qu'on appelle les decentralized exchanges. Et donc du moment où on a plein de jetons fongibles qui agissent comme soit des monnaies, soit des actifs financiers, ceux-ci sont échangeables et donc leur valeur fluctue en fonction des échanges qui sont réalisés directement sur la blockchain. Ces fameux échanges décentralisés font d'ailleurs partie d'une des use cases majeures de la blockchain, qui est la finance décentralisée. Mais il y a d'autres use cases comme des sortes de banques qui permettent à n'importe qui d'emprunter directement sur la blockchain des jetons fongibles ou non fongibles en mettant en collatéral plus de ce qu'ils veulent emprunter. Donc ils mettent un certain jeton, que ce soit un NFT qu'ils détiennent ou n'importe quel token. Et en contrepartie, ils peuvent recevoir des fonds
des fois dans un autre token, et bénéficier de l'ensemble des autres applications qui existent sur la même blockchain et pour justement essayer d'optimiser leurs bénéfices. Donc l'aspect financier est assez important, est une use case assez importante sur la blockchain. Mais sinon, il y a d'autres use cases. Il y a de l'assurance sur la blockchain. Il y a du coup les métaverses ou le gaming. Le gaming, c'est une use case assez importante qui dérive principalement des jetons non fongibles. Donc aujourd'hui, il y a des jeux comme Comet, qui est le jeu de Jérôme Duduchet, qui était censé être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir, qui justement utilise directement des jetons non fongibles pour représenter les objets du jeu et ajouter un aspect monétaire au jeu. Et donc, c'est ce qu'on appelle le play to earn. Voilà. Donc, il y a encore une fois cette notion de rémunérer celui qui fait l'effort donc d'utiliser cette technologie et qui veut récupérer finalement un peu de valeur sur ce qu'il va créer, sur les données qu'il va créer sur ce système-là. C'est bien ça, si je comprends bien. Les données ou l'usage. Ou l'usage. Ok. Et mais alors du coup, est-ce qu'on serait dans un système qui finalement permettrait de rémunérer plus justement les personnes qui en font partie ? Là, je pense qu'on entre dans des considérations qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus philosophiques ou éthiques. Ça dépend. Sur le principe, oui, c'est la philosophie du Web3, rémunérer plus justement les parties prenantes. Et donc, c'est que les gens puissent détenir et monétiser tout ou partie du réseau. Et en vrai, aujourd'hui, quand on regarde ce qui va arriver, déjà, le Web3 à l'heure actuelle, ce n'est pas décentralisé du tout. Vous prenez, tapez sur Internet, Infura Alchemy, vous allez voir qu'ils contrôlent 98% des transactions dans la blockchain. Tu viens de faire tomber un mythe, là. Non, mais ça ne veut pas dire que ça restera comme ça, attention. Hein. C'est aussi parce que c'est les acteurs qui permettent de structurer le marché. Sandbox, par exemple, qui est un métavers en construction, aujourd'hui, qui est une entreprise centralisée, ils ont fait la promesse d'ici quelques années de donner les clés du camion à la communauté pour que ça devienne une DAO. Donc cette fameuse gouvernance décentralisée. On va voir si tout ça arrive. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on n'en est pas trop là. Mais c'est bien que des acteurs prennent le lead pour monter le marché. Il y a ce premier truc, et puis après, il y a les gros qui arrivent. Tous les big guns, là, les GAFA, tout ça, qui sont a priori un peu en retard sur tous ces sujets, notamment blockchain, et qui là arrivent à coups de milliards. Facebook, qui est dans Horizon Worlds, qui est son métavers, qui sort publiquement en fin d'année, qui est en test depuis de fin 2019, qui sort en fin d'année, a déjà posé des règles de modèle économique pour les créateurs de contenu. Donc, puisque dans ces univers-là, vous pourrez créer des choses et les monétiser auprès des autres. Facebook dit OK, moi, vous pouvez faire ce que vous voulez chez moi, je prends que 47,5% de commission. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus juste ? Je ne sais pas. C'est plus clair, en tout cas. Je pense que la notion de juste est assez vague, mais la notion de juste sur tout ce qui est DAO ou même applications qui sont construites sur la blockchain est fondée sur cette notion de protocole. En fait, sur la blockchain, on construit des protocoles, et un protocole, par définition, c'est quelque chose où les gens qui participent ont certains rôles. Et ces protocoles, ces rôles, ils sont rémunérés en fonction de leur contribution ou ils payent en fonction de ce qu'ils ont besoin. Donc c'est comme des petits écosystèmes, et effectivement, si ces petits écosystèmes ne sont pas équilibrés, ça peut créer des déséquilibres en termes de justice. Il y a aussi, si on parle de justice et de tout ce qui est monétaire sur ces réseaux, au-delà de l'aspect décentralisation et du fait que Infura ou Alchemy concentre la plupart des nœuds sur certaines blockchains. D'ailleurs, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Enfin, c'est de moins en moins concentré. Il y a cet aspect monétaire qui est relié aux NFT. Aujourd'hui, les NFT, ça coûte extrêmement cher. Et ceux qui arrivent à participer à ces petites économies, c'est souvent les mêmes. C'est souvent des personnes qui sont là depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle les whales, et donc les baleines de la crypto. Et du coup, qui se sont fait une fortune au départ, et du coup, qui renchérissent en quelque sorte les objets qui vivent sur la blockchain, et du coup, qui petit à petit s'accaparent de l'ensemble de ces objets. D'ailleurs, même en termes de coûts d'installation et de consommation énergétique, pour ce qui est par exemple des mineurs qui sont rémunérés
sur les crypto-monnaies, pour créer de la crypto-monnaie, hein, eux, on dit que c'est de plus en plus difficile et coûteux de pouvoir être rémunéré justement pour entrer dans le système. Donc il y a une véritable barrière finalement économique sur ces systèmes-là, pour l'instant en tout cas. Alors oui, il y a deux choses. Hein. La compétition est plus forte qu'avant. Je pense que, pour tout un tas de raisons, il y a plus de monde qui mine. Plus une crypto est minée, plus derrière les équations à résoudre, puisque le minage c'est de la cryptographie, hein, plus les équations à résoudre sont complexes. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'avant, quand des protocoles comme Bitcoin ou Ethereum ont été créés, le minage marchait avec ce qu'on appelle du proof of work. Et donc ça veut dire que vous pouviez être 1 million à faire la compétition pour résoudre la même équation. C'est celui qui gagnait qui était récompensé. Et les autres, en gros, avaient dépensé du temps, de l'énergie, tout ça pour que dalle. Et en fait, ça change parce qu'on se dit, c'est pas le moyen le plus, c'est peut-être le moyen le plus juste, mais c'est pas le moyen le plus efficient de générer des jetons. Il vaut mieux en fait faire confiance à l'acteur qui a prouvé sa capacité déjà à générer des jetons, en gros, à résoudre des équations. Et donc, on passe d'un ce qu'on appelle le proof of work, où tout le monde fait la compète et c'est un gâchis monstrueux, au proof of stake, où on va faire confiance par défaut à celui qui va avoir déjà le plus prouvé. Donc, c'est peut-être un petit peu moins juste comme système, mais ça permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à un facteur, je crois, 500 000. Donc, c'est quand même assez impressionnant comment ce marché s'adapte très vite. Je voudrais juste revenir sur le proof of stake une petite seconde. C'est non seulement on fait confiance à un ordinateur spécifique qui va courir la course tout seul pour valider un bloc, mais c'est surtout on a un ensemble d'ordinateurs de base ce qu'on appelle stake. Donc ils ont un certain montant bloqué de jetons, le jeton natif de la blockchain en question, que ce soit Ethereum ou une autre blockchain qui tourne sur du proof of stake. Et il y a différents types de proof of stake, dont certains, les plus courants, où on choisit au hasard une des machines qui va être sélectionnée pour courir la course. Et si elle ne réussit pas à courir la course, dans ce cas-là, elle perd une partie de son staking. Donc en soi, c'est un protocole. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça un consensus. Du coup, je vous propose de discuter un petit peu d'impact économique et sociétal de ces technologies aujourd'hui. Alors l'impact économique, j'ai lu que Bloomberg Intelligence prévoyait que ce marché pèserait 800 milliards de dollars d'ici 2024 et plus de 30 000 milliards de dollars d'ici 10 ans. Je pense que l'impact économique, il est plutôt clair. C'est peut-être l'impact sociétal et les raisons pour lesquelles finalement vous ou moi irons vers ces technologies-là. Pourquoi est-ce que demain, on décidera tous de migrer vers le métaverse et d'utiliser le Web3, selon vous? Moi, j'ai fait pas mal de travail de fond là, ces 18 derniers mois pour comprendre un peu en fait, comment je me suis mis dans le Web3 et le métavers. Bon, j'investis dans la blockchain depuis 2016 et donc c'est une bonne porte d'entrée quand même d'avoir investi dans la blockchain parce que ça permet de comprendre une grande partie de la philosophie. Et donc quand tous les sujets de DAO, de NFT, de métavers sont arrivés, c'était un peu dans la continuité finalement. Et en fait, autant la blockchain, je comprenais et je me suis dit, bonne idée. Autant quand j'ai vu arriver les NFT tels qu'ils étaient faits, hein, c'est-à-dire des NFT sans usage, avec des gros Ponzi derrière, ou les métavers, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et j'en voulais pas. Je me suis dit, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas du tout besoin de ça. Ça va créer des tensions sociales exacerbées. C'est destructeur pour l'environnement. Ça va éloigner les gens de la réalité. Enfin, je trouvais ça terrible, terrible. Et au début, j'ai fait un rejet. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, le meilleur moyen, j'ai creusé en me disant peut-être qu'en fait, ce truc ne va pas arriver. Et j'ai retrouvé des articles qui dataient jusqu'à 99, des articles de recherche, où le mot, c'était pas métavers, mais c'était pas grave. C'était environnement immersif, hein, tout ce qu'on veut, avec des choses qui décrivaient les concepts de la blockchain sans parler de blockchain, mais en gros qui expliquaient ce qui est en train d'arriver aujourd'hui et des articles qui ont plus de 20 ans. Et quand j'ai continué à creuser sur les technologies qui permettent ça, par exemple la 5G, c'est une technologie majeure qui va permettre l'émergence de tout ça. Des articles sur la 5G, il y en a depuis 2006. Quand on regarde aujourd'hui dans la littérature scientifique, vous pouvez taper sur Google Scholar, vous amuser, vous tapez 7G, 6G ou 7G. Il y a déjà des articles qui expliquent très précisément le fonctionnement de la 7G dans 2 décennies. Donc en fait, j'ai compris que ce n'était pas être pour ou contre.
pas le sujet. Il y a 3 décennies qu'il fallait prendre la décision. Le truc est lancé, c'est en cours, c'est comme ça. Donc le sujet, c'est plutôt comment est-ce qu'on ne le subit pas et comment est-ce qu'on peut encore à la marge changer en fait, des principes éthiques, bouger le régulateur pour qu'il n'attende pas d'être au pied du mur, comme ça a fait sur beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Et je pense que notre marge de manœuvre, aujourd'hui, elle est là. On n'a pas vraiment le choix que ça arrive. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, on ne va pas dire qu'ils sont exclus socialement, mais pas loin. Et je pense en fait que le métavers et le web, enfin le métavers principalement, on va dire, pour ce truc-là, dans 10-12 ans, ce sera probablement la même chose. Et ce sera naturel d'aller faire ses courses chez Carrefour dans le métavers, si Carrefour existe toujours d'ici là. Ce sera naturel d'aller dans la boutique Samsung pour acheter un téléphone plutôt que d'aller dans la vraie boutique. Il y a plein de choses qui nous paraîtront aussi naturelles aujourd'hui que de poster sur LinkedIn ou sur TikTok. Je suis d'accord avec ça. Et par ailleurs, j'ai eu la même réaction sur les NFT il y a à peu près 2 ans, quand j'ai découvert les JPEG. Et du coup, l'usage qu'on faisait des NFT. Mais effectivement, il y a des usages beaucoup plus smart. Et pour ce qui est de l'adoption, j'y crois aussi. J'y crois que dans 10-15 ans, ce sera naturel d'aller dans le métaverse pour faire ses courses, par exemple, ou faire autre chose. Ou faire du sport, par exemple. Assister à cette conférence. Assister à cette conférence, parce qu'il y a déjà eu des conférences sur le métaverse. Mais j'ai une crainte, c'est que cette adoption se fasse par les géants de la tech. Parce qu'actuellement, c'est quasiment les seuls qui savent faire adopter leurs produits au grand public. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec Facebook, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec toutes les applications que vous et moi, on utilise tous les jours. Et c'est ce que n'ont pas réussi à faire toutes les grandes boîtes crypto, qui ont contribué à construire ce qu'on a aujourd'hui dans la crypto, qui reste quand même assez niche et assez complexe pour quelqu'un qui veut découvrir ou qui veut rentrer ou qui n'y connaît rien et qui veut juste découvrir. Ça reste assez complexe. Donc, et les interfaces sont très moches. Ça dépend. Il y en a certaines qui sont jolies, mais c'est très très rare. Mais oui, c'est ma crainte. Et j'ai vu que Carrefour avait commencé à faire des recrutements dans le métaverse. Alors quel est l'intérêt de faire au-delà tu disais tout à l'heure en off que ça avait que c'était pas vraiment le métaverse, que ça avait été mal fait, etc. Mais vraiment au-delà de la critique technologique, de l'interface, etc. Pourquoi est-ce qu'on passerait d'un recrutement physique avec un RH en présentiel? D'ailleurs, on en a fait aussi certains en visio. On sait que c'est pas la même chose en termes de feeling. Pourquoi demain on ferait ça dans un métaverse, dans un espace virtuel qui paraît du coup ne pas exister Alors, j'ai tout le respect du monde pour Carrefour. En revanche, je ne sais pas pourquoi on ferait ça. J'ai aucune idée de pourquoi ça viendrait à l'idée de quelqu'un de se dire tiens, je vais faire venir des gens qui en plus adorent la technologie dans un truc pourri pour leur expliquer que ma boîte est trop cool et que j'adore la technologie. Bah non, ça ne marche pas en fait. C'est à quel moment un truc virtuel moins bien qu'un truc réel engage plus que le réel. En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est la question des usages. C'est par exemple, je vois des gens faire des réunions aujourd'hui dans des environnements virtuels. Ils sont avec leur avatar dans un environnement virtuel avec presque d'1 kilo sur la tête. Et dans cet environnement virtuel, ils regardent un PowerPoint. On a loupé un truc là. C'est pas possible. Donc la question des usages, c'est se dire qu'est-ce que permet le monde virtuel? Il va permettre demain de créer des mises en situation qui coûteraient trop cher dans le monde réel, par exemple. Il va aussi permettre de créer des mises en situation qui seraient impossibles dans le monde réel. On enlève la gravité, on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans le monde réel. Donc soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de loi de la physique, on va pouvoir demain créer des cas d'usage qui sont hyper intéressants dans le métavers pour des mises en situation en recrutement. Sur la partie d'avant, c'est-à-dire celle où on va chercher les gens, le sourcing, la marque employeur, moi je pense que si on veut attirer des gens, il faut repenser le code de la marque employeur et du recrutement avec les règles du Web3. Le Web3, c'est la décentralisation, l'ownership, le fait de pouvoir détenir des choses, co-créer des choses. Et ben, des expériences de marque employeur demain dans un métavers, ce serait par exemple, là je vous propose tout, je vous dis ok, je vous mets un casque sur la tête, je vous emmène dans un environnement et tous ensemble on va créer un truc. Et en fait, en vrai, toute cette expérience-là, je vous le dis, c'est une espèce d'énorme mise en situation où on va faire un truc collaboratif. Moi, ça va me permettre de voir comment vous réagissez, comment vous êtes créatif, ce que vous créez. Et à la fin, peut-être, ça vous donnera envie qu'on bosse ensemble. Et en plus, moi, ça me permettra de voir si j'ai envie de bosser avec vous. Et donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus engageantes parce que ça parle de vous, ça vous fait créer des choses. Et derrière, en fait, c'est plus la marque qui est là et qui vous dit on va voir ce que vous valez, c'est on fait des choses ensemble.
La marque se met au niveau des utilisateurs. Ça, j'y crois beaucoup. Oui, ça sous-entend du coup que tout le monde doit être équipé d'un casque virtuel. Tout le monde doit pouvoir accéder et aller sur une blockchain. En termes de coût, en termes d'impact écologique, on est sur quelque chose de délirant là, non? Sur l'impact écologique, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, en 2022, produire un casque de réalité virtuelle, c'est 80 000 litres d'eau consommée, 200 kg de matières premières et 17 kg de CO2. Donc si on voulait équiper ne serait-ce que tous les étudiants de la Sorbonne avec des casques de réalité virtuelle, c'est déjà un bon impact écologique. En revanche, c'est des choses qui évoluent, c'est des technologies qui évoluent. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à zéro, mais on arrivera à produire des casques. Plus l'industrie va se développer, plus les process industriels seront optimisés. Et donc, on arrivera à produire des casques pour moins cher. Ce qui est intéressant de voir, c'est à quoi ça sert derrière. Si ça sert juste à s'amuser plus, alors effectivement, c'est un gros gâchis. La blockchain, on en a parlé, c'est des technologies qui évoluent très vite, on peut très vite devenir plus efficient. C'est le vrai sujet, c'est si ces métavers, si tout ça, c'est juste pour s'amuser et qu'on ne les utilise pas. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ces environnements-là pour créer des grands challenges mondiaux, pour adresser les grands sujets des objectifs de développement durable de l'ONU, pour aller en fait faire des grands challenges qui permettent de trouver des solutions concrètes, mettre les gens en action, mettre les gens en réseau. Si on se sert de ces environnements-là pour résoudre les problèmes du monde réel, alors ça aidera. Si on crée une surcouche sur le monde réel pour faire des trucs en plus, alors là, ce sera une cata complète parce qu'on fera que dévier les ressources du monde réel et les perdre dans un truc virtuel. J'ai une question par rapport au casque virtuel. Est-ce que c'est une nécessité d'utiliser un casque de réalité virtuelle pour utiliser les métavers? Je ne crois pas. Super question. En fait, le métavers, aujourd'hui, ça implique la réalité virtuelle. Il est probable que demain, ça s'étende. C'est pour ça qu'on parle plus de XR que de VR, de manière générale. XR, Extended Reality, donc ça comprend réalité virtuelle et réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est on est dans un monde réel et on voit un peu des hologrammes avec des lunettes. Et la troisième chose qui arrive, Elon Musk qui travaille dur, c'est les puces dans le cerveau. Là, c'est sûr que ça va coûter beaucoup moins cher à produire, enfin beaucoup moins de ressources a priori, et on n'aura pas besoin de casque ni de lunettes. Mais à partir du moment où vous voulez projeter des éléments virtuels, que ce soit dans un monde virtuel ou un monde réel, vous avez besoin d'une technologie, vous avez besoin de biens qui se construisent avec des technologies consommatrices en ressources. Ça fait froid dans le dos en tout cas tout ça. Comment on peut parler d'impact positif pour justement répondre aux enjeux de l'ONU quand en face du coup tu nous décris un petit peu cet impact écologique catastrophique, est-ce que l'un ne va pas à l'encontre de l'autre principe? Ce qu'il faut voir, on est aussi dans des cycles économiques. Je vais pas vous apprendre Schumpeter, mais globalement en fait les mobiles ont remplacé beaucoup d'écrans. Et je pense que les casques ou les lunettes demain, ça sera un déplacement progressif des usages. Donc on va produire plus de ça et moins de ci. Et donc, oui, ça va être un impact important. Je pense aussi que c'est dans une évolution de l'économie où ce n'est pas forcément quelque chose qu'on rajoute en absolu. C'est quelque chose qui vient remplacer des cycles économiques existants. Merci. Du coup, pour peut-être clôturer, parce que je vois le temps filer, à mon avis, il y aura quelques questions pour vous dans la salle. Donc, pour conclure, Metaverse, Web3, est-ce que c'est des buzzwords ou est-ce qu'on doit vraiment suivre ça de très près et ça va vraiment tout changer d'ici 10 ans? Je pense qu'il faut suivre de très près la blockchain et qu'effectivement, Metaverse, c'est un peu un buzzword. En tout cas, il faut bien le définir avant de vouloir appeler quelque chose Metaverse. Et Web3, peut-être pas un buzzword. Jérémy? Non, je suis d'accord, mais en fait, je pense que dans 10 ans, qu'on appelle ça métavers ou autrement, ce qui est en train d'arriver, ça va arriver. Ça, j'en suis convaincu. Même si ça arrive, on voit au niveau maturité technologique des usages, on voit que, a priori, c'est ce que les gros rapports commencent à sortir, le point de pivot, il est à peu près vers 2025. On estime que c'est là que ça va devenir mainstream. Et donc, je pense que c'est important de commencer à s'y préparer parce que vos métiers de demain, votre vie de demain, que ce soit vos proches, vos enfants, tout ça demain, en fait, ils auront à vivre avec ça, vous aurez à vivre avec ça. Et je pense que plus tôt vous y préparerez, plus vous pourrez apprendre à comprendre comment le mettre dans votre vie sans avoir à le subir. Merci beaucoup en tout cas pour le partage de ces définitions. Déjà, dans un premier temps, ça m'a pas mal éclairé moi, donc j'imagine que c'est aussi le cas pour notre audience. On va peut-être prendre quelques questions dans la salle, donc n'hésitez pas si vous avez des questions techniques ou des questions par rapport à ce qu'on s'est dit. C'est le moment. Oui. Avec un micro, du coup.
Du coup, je me demandais comment le cadre légal, en fait, déjà, est-ce qu'il y a un cadre légal à tout ça pour encadrer ce nouveau monde virtuel, puisque je suppose que c'est sujet à de la spéculation aussi, ce monde-là. Et donc, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'économie réelle, ce monde-là, si le cadre légal ne suit pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions qui se font en ce sens? Je veux juste savoir ça. Alors, pour ce qui est, enfin, je peux uniquement parler du cadre réglementaire lié à la spéculation des crypto-monnaies. Il y en a un, il est assez léger. Il concerne principalement la détention de crypto-monnaies par les entreprises et par les particuliers à des fins d'imposition, principalement. Mais il n'y en a pas un actuellement en France qui concerne, par exemple, le délai d'initié qui peut avoir lieu sur les plateformes où il est possible d'échanger des crypto-monnaies. Ou d'autres types de transactions qui pourraient poser problème. Donc le cadre réglementaire, il est semblable à ceux des actifs financiers, mais pas assez complet et assez strict. Après, je ne suis pas forcément pour ou contre qu'il soit plus strict ou pas, mais voilà, il est beaucoup plus léger aujourd'hui en France, mais il est quand même assez poussé par rapport à d'autres pays. Et même par rapport aux États-Unis, il est quand même mieux pensé, disons, et plus flexible. Après, je pense qu'elle est hyper intéressante ta question parce que sur les impacts avec l'économie réelle, il y a un sujet en économie pour le coup que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire on regarde beaucoup les perspectives de croissance, l'inflation, les capacités de dépenses des ménages par rapport à leur épargne. Et en fait, s'il y a de plus en plus de personnes qui mettent leur épargne en crypto, mais qui ne déclarent pas forcément, que ce n'est pas visible en fait, du gouvernement, ben, ça fausse un peu l'idée de l'épargne. Ça fausse un peu les stocks d'épargne que les institutions en fait, peuvent voir. Et je pense que ça peut potentiellement en fait, créer des perturbations dans l'économie qui ne sont pas anticipées. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, après, c'est plus sur les environnements virtuels, c'est-à-dire les NFT créer de la propriété. Aujourd'hui, on peut acheter des terrains dans le métavers, donc ils sont en fait des NFT. On achète ces terrains 10 000, 15 000 dollars suivant les plateformes. En France, par exemple, ce n'est pas encore imposable d'avoir un terrain. C'est aux États-Unis, depuis janvier, en fait, il y a de l'impôt foncier sur les terrains qu'on détient dans le métavers, dans Decentraland. Mais ça c'est hyper intéressant de se dire, demain, les gens, en fait, il y a des experts qui estiment que d'ici 15-20 ans, le patrimoine virtuel d'une grande majorité de la population sera supérieur à leur patrimoine de la vie réelle. On se pose tout un tas de questions sur la précarité et sur la transmission et sur tout ça. Mais d'un autre côté, ça pose aussi la question de où doit se situer la fiscalité pour pouvoir aider le monde réel. Juste un dernier truc sur la fiscalité. Effectivement, les terrains ne sont pas imposables, mais la détention de crypto-monnaies l'est. Mais seulement si cette détention est faite via un acteur centralisé, donc une plateforme d'échange décentralisée telle que Binance par exemple. Donc si vous détenez des bitcoins sur Binance, là il faut déclarer son compte Binance lorsque vous faites votre déclaration de revenus. Donc il y a un champ spécifique pour les actifs numériques, mais il n'est pas clairement défini qu'il faut déclarer toutes les cryptos que vous détenez sur un compte qui n'est pas relié à votre nom, à votre identité. C'est pour ça que c'est les SEX et les DEX, centralisés, décentralisés. C'est pour ça que probablement en Europe, il y a un règlement européen qui est en train d'être construit pour bannir les échanges décentralisés parce qu'ils sont difficilement contrôlables par nature. Et donc ça obligerait en fait à investir via des plateformes comme Binance, comme Coinbase, voire pire comme eToro, et donc à tout déclarer à l'État, puisque Binance par défaut filera toutes ces données-là à l'État. Et on est imposé pas sur la détention, mais sur la plus-value de revente. Quand vous repassez, en fait, c'est pour ça que les stablecoins sont magiques. Pour ceux qui investissent un peu dans la crypto, vous achetez du Bitcoin, si vous le repassez en euros, vous payez les plus-values 30% sur les plus-values que vous avez faites. Mais si vous avez du Bitcoin, que vous le passez en Litecoin ou en USDT, qui est une crypto-monnaie qui vaut toujours $1 sur le principe. On a vu avec Luna que ce n'est pas toujours le cas. Mais en gros, ça permet en fait, si vous repassez dans une autre crypto, vous ne payez pas d'impôt. Tant que vous ne ressortez pas dans ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire, l'euro, le dollar, une monnaie qui a cours légalement dans le monde, vous n'êtes pas imposé. Le vrai sujet maintenant, c'est que vu qu'il y a des pays qui commencent à accepter le Bitcoin devient fiduciaire. Donc ça va très très vite poser des questions de fiscalité sur le fait de repasser d'une crypto à l'autre et pas dans une monnaie normale.
Alors, je ne sais pas si on a encore du temps pour les questions. Encore quelques minutes. Oui, j'aurais deux questions qui sont un peu liées l'une à l'autre. Vous avez dit que vous craignez que ça serait encore la big tech, je vais les appeler, qui va être va implanter tout le Web3 et le métaverse. Qu'est-ce que d'un point de vue régulatoire ou par exemple pour la Commission européenne, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans votre opinion pour que ça ne se répète pas, que c'est les grandes entreprises américaines qui vont à la fin dominer tout ce qui est lié au Web3 et au métaverse? Merci beaucoup. Merci pour la question. C'est une bonne question. Je ne sais pas si la Commission européenne ou d'autres instances réglementaires auraient le pouvoir sur l'adoption des services comme ceux que fabriquent les big tech et qui sont reliés au Web3 ou au métaverse ou n'importe quoi. Mais par contre, je pense que justement, on devrait, vu qu'il n'y a pas d'instance réglementaire qui pourrait contrôler ça, à part une instance sur, je sais pas, la concurrence par exemple, tout dépendra de l'adoption et donc de leur capacité à nous permettre d'adopter leurs services. Toutefois, il y a cet aspect décentralisation. Lorsqu'on crée des plateformes qui sont centralisées sur une infrastructure décentralisée, est-ce que c'est peut-être pas un non-sens ? Donc la question se pose, et la question se pose surtout d'un point de vue éthique même. Les personnes qui vont aller sur Meta, par exemple, pourquoi elles iraient sur Meta ? Certes, peut-être l'expérience utilisateur et l'adoption est plus facile, mais, et l'effet de réseau peut-être y joue un peu, mais d'un autre côté, il y a cet aspect centralisé sur, certes, une infrastructure décentralisée, mais quand même, c'est un peu douteux. Ce qu'il faut, c'est reposer le débat d'il y a 20 ans. C'est si aujourd'hui, en fait, tu avais Facebook et copains d'avant, tu irais sur lequel ? Je pense qu'en fait, voilà pourquoi les big tech gagneront toujours. Parce qu'en Europe, on n'est pas capable de faire beaucoup mieux que des Quant ou des copains d'avant. Mais on a Sandbox. On a Sandbox et on a aussi d'autres belles entreprises dans la crypto ledger. On a pas mal de boîtes en France et en Europe qui pourraient devenir des géants de la crypto et qui sont basées sur des valeurs un peu moins centralisées et qui font un peu big tech que les big tech américaines actuelles. Après, le sujet, c'est une fois que ces boîtes sont très riches, soit qu'elles entrent en bourse, soit qu'elles se revendent, ça devient des big tech, donc est-ce qu'on ne revient pas dans le même problème ? C'est toujours des boîtes qui ont un intérêt privé. On prend une dernière question pour clôturer cette session. Oui, l'avènement du métavers semble supposer une monnaie stable. Or, on voit qu'aujourd'hui, le Bitcoin, l'Ether, les grosses monnaies sont quand même très volatiles. Même les stablecoins s'effondrent. Est-ce qu'on peut supposer que le métaverse pourra advenir bientôt avec des monnaies aussi volatiles et instables ? Alors, je suis désolé, je n'ai pas compris le postulat de départ. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les monnaies deviennent plus stables, donc Bitcoin, Ether, etc. Non, ta toute première phrase. Oui, l'avènement du métaverse va supposer que le métaverse soit autour d'une monnaie qui est stable, puisque des grands groupes comme Carrefour veulent vendre des matières premières dans le métaverse, créer des supermarchés. Donc, j'imagine qu'ils vont financer leurs produits en Bitcoin ou en Ether. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait supposer que les monnaies du métaverse, les cryptos, seront plus stables à l'avenir pour que le métaverse puisse advenir de façon réelle ? Actuellement, dans le métaverse, il n'y a pas que des monnaies stables. Mais je comprends le constat, je comprends le fait que pour régler, pour payer des choses, c'est plus censé d'avoir une monnaie stable. Je vais prendre l'exemple de The Sandbox. The Sandbox, la monnaie de The Sandbox, pour acheter des objets de The Sandbox, qui est un métaverse, qui ressemble un peu à Minecraft, c'est The Sand. Et le Sand, c'est une crypto-monnaie comme le Bitcoin. C'est ce qu'on appelle un utility token. Et un utility token n'est pas un stablecoin.
et du coup son cours sur les marchés où cette crypto est tradée, et donc là où se forme le prix de cette crypto, il est très très variable. La volatilité des crypto-monnaies en général ne dépend pas de leur adoption et de ce pourquoi elles sont utilisées. Donc par exemple, si le Bitcoin demain est utilisé en Argentine en tant que monnaie, c'est pas parce qu'il est utilisé en Argentine en tant que monnaie qu'il sera stable, mais ça dépend de leur définition intrinsèque, algorithmique. Et du coup, je pense pas qu'on peut s'attendre à un Bitcoin avec zéro volatilité, parce que ça fait pas sens d'un point de vue construction du Bitcoin, définition même du Bitcoin. Mais par contre, effectivement, je pense qu'à terme, si on a des métaverses assez larges qui nous permettent de faire nos courses ou payer des trucs depuis le métaverse, effectivement, on aura besoin de stablecoin ou d'une monnaie digitale de banque centrale, par exemple. C'est l'équivalent des stablecoins, mais émis par des gouvernements. En 2 mots. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense aujourd'hui que la très très grande volatilité est due au caractère principalement spéculatif. Il y a très peu d'usage derrière tout ça. Et donc, on ne sait pas trop l'utiliser dans l'économie réelle. Donc, c'est principalement de la spéculation financière aujourd'hui. À partir du moment où il y aura un usage réel, on va commencer à créer une vraie économie. Et donc, une économie avec des cycles qu'on comprend un petit peu mieux. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est pour revenir sur ton postulat de base, il ne faut pas oublier que la stabilité de la monnaie, c'est un truc que seuls quelques pays dans le monde ont déjà. Hein. C'est la plupart des pays du monde n'ont pas de stabilité de leur monnaie. Et donc, nous, on habite en France, on a de la chance. Enfin, en Europe, on a l'euro, il y a le dollar. Mais mis à part ça, la plupart des pays du monde ont une monnaie qui est hyper volatile. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Merci pour vos questions. Je pense qu'au vu de l'engouement, même dans cette salle, c'est encore un sujet dont on va entendre parler pendant un moment. Merci encore à nos experts de vous être déplacés.